Tu vois cette jeune femme, elle s'appelle Sadie Robinson, et elle est filmée par une caméra de vidéosurveillance après sa journée de travail, le 1er avril 2024. On la voit ensuite franchir les portes d'un restaurant de fruits de mer, accompagnée d'un jeune homme. Puis, le duo apparaît à nouveau dans un bar, un peu plus tard cette même journée. À première vue, Sadie passe juste une bonne soirée en compagnie d'un ami. Et dans les faits, on n'est pas très éloigné de la vérité. Sauf que quelques heures après la capture de ces images, un morceau de corps humain découpé à la scie va être découvert dans le comté de Milwaukee. Au départ, on ne fait pas le lien entre cette soirée immortalisée par les caméras et cette découverte macabre. Pourtant, derrière ces deux événements que rien ne semble relier, se cache une seule et même histoire d'une atrocité inimaginable, et que strictement personne n'avait vu venir. Et le plus fou dans cette affaire, c'est que grâce aux nombreuses caméras, ainsi qu'à une application mobile, les policiers vont être orientés vers l'un des pires tueurs de leur carrière. Nous sommes le 2 avril 2024 à Warnimont Park, près de Milwaukee, dans le Wisconsin. Ce grand parc public situé au bord du lac Michigan est bien connu des habitants de la région pour ses sentiers de promenade forestiers, ses falaises d'argile et ses incroyables points de vue panoramiques sur l'étendue d'eau qu'il surplombe. Avec ses petites plages presque retirées du monde, le paysage a carrément des allures de carte postale pendant l'été. Sauf que ce jour-là, le petit coin tranquille va prendre un nouveau visage, qui entra son histoire à tout jamais. Un peu comme une photo de toi au collège. Putain, mais qui nous a laissé nous habiller comme ça? En fin d'après-midi, un promeneur sort de chez lui pour faire sa balade printanière. Pas de chance, ce jour c'est celui de la plus atroce des découvertes qui soit. Des restes humains abandonnés sur l'une des petites plages typiques du parc. Plus précisément, la jambe d'une femme afro-américaine. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a ni d'autres parties du corps, ni armes, ni vêtements, ni sang, ni preuve, quelle qu'elle soit. Juste ce membre sectionné, que quelqu'un semble avoir jeté depuis la falaise 10 mètres plus haut. Jo Donner, l'inspectrice en chef du bureau du shérif du comté de Milwaukee, n'a aucun autre élément en sa possession pour commencer son enquête. Elle n'est certaine que de deux choses. La victime est une femme noire, et il s'agit d'un homicide. Autre détail important. La jambe n'est pas encore entrée en état de décomposition. Elle est pour ainsi dire parfaitement intacte, comme si le démembrement avait eu lieu très récemment, quelques heures avant tout au plus. Mais c'est pas avec ces maigres informations qu'elle va pouvoir commencer quoi que ce soit. Avant même que les investigations ne débutent, elle se trouve déjà dans l'impasse. Par où commencer? Comment établir l'identité de cette femme? Ou chercher les restes de sa dépouille? Au pire, on pourrait tenter de lancer un appel à témoins. Mais les chances d'obtenir un résultat probant sont infiniment faibles. Et rien n'est sûr non plus en ce qui concerne le fichier des personnes portées disparues. Car si on considère que le meurtre a eu lieu quelques heures auparavant, il est fort probable que la disparition de l'inconnu n'ait même pas encore été signalée. Pourtant, un fait très récent pourrait bien permettre à l'inspectrice de trouver le point de départ de son enquête. Et oui, à une vingtaine de kilomètres de Warnimont Park, une étudiante de 19 ans est au cœur d'une terrible angoisse depuis le matin même. Cette jeune femme d'origine afro-américaine, c'est Sadie Robinson. Elle vit dans un appartement situé au centre de Milwaukee, en plein milieu des quartiers animés de la ville. Sociable, brillante et pleine de vie, elle suit un cursus de justice pénale au Milwaukee Area Technical College. D'ailleurs, elle est sur le point d'obtenir son diplôme. Et manifestement, elle a choisi une voie où il y aura toujours du travail. Malheureusement, j'ai 300 vidéos pour le prouver. Mais elle a aussi particulièrement à cœur d'être totalement indépendante sur le plan financier. Sadie a grandi dans un foyer très soudé, mais aux revenus modestes. Et elle a surtout eu l'exemple de sa mère, une femme forte et indépendante, qui a travaillé aussi dur que possible après son divorce pour continuer à subvenir aux besoins de sa fille. Ce qui a gravé cette même volonté farouche d'indépendance dans son esprit à elle. C'est pour cette raison qu'elle cumule plusieurs emplois en parallèle de ses études, dont l'un en tant que serveuse à la pizzeria Pizza Shuttle. Sa rigueur au travail et sa bonne humeur en font une employée très appréciée de ses collègues, mais aussi de son patron. Et puis, c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Elle n'est clairement pas du genre à planter tout le monde parce qu'elle a décidé de ne pas aller travailler un beau matin. Je dois bien reconnaître que j'avais pas le même profil que Sadie. Sauf que c'est exactement ce qui se passe pour elle le mardi 2 avril. Elle ne se présente pas à son poste. Tous ses collègues tentent alors de la joindre, persuadés qu'elle a dû faire face à une urgence. Mais elle ne répond à aucun de ses appels. Et du côté de la famille de Sadie, et notamment de sa mère, ce n'est pas seulement depuis le début de la matinée que l'étudiante est aux abonnés absents. C'est depuis la veille au soir. D'après certains de ses amis, elle avait prévu de dîner en ville en compagnie d'un homme. Et c'est après ce rendez-vous qu'elle a cessé de donner signe de vie. Au départ, il n'y a rien de forcément alarmant. La famille et les proches de Sadie pensent que la soirée a fini par s'éterniser,
et qu'elle a juste délaissé son téléphone portable pour profiter à fond de ces moments qu'elle attendait avec tant d'impatience. Sauf que les heures passent, et que les messages restent désespérément sans réponse. Le lendemain matin, l'étudiante n'est toujours pas rentrée chez elle. Et lorsque sa mère finit par apprendre qu'elle ne s'est pas non plus rendue à la pizzeria pour commencer sa journée de travail, l'inquiétude devient réelle. Elle décide d'alerter les autorités. Les circonstances de cette disparition sont plutôt inquiétantes aux yeux des forces de l'ordre, qui basent leurs décisions sur plusieurs critères bien précis. Dans le cas de Sadie, 3 de ces critères sont réunis. Tout d'abord, un changement brutal de comportement. Elle ne rentre pas chez elle, ne donne plus aucune nouvelle à ses proches, et ne se rend pas à son travail, ce qui tranche radicalement avec ses habitudes. Deuxièmement, elle ne semble plus du tout consulter son téléphone depuis la veille. Les messages ne sont pas lus, les appels sonnent dans le vide. Si ce n'est pas inquiétant pour tout le monde, ça peut paraître un peu plus suspect quand on parle d'une jeune femme de 19 ans, active et sociale. Et pour finir, l'absence d'une logique de disparition volontaire. Pour la police locale, rien ne laisse à penser que l'étudiante ait planifié une fugue. Elle n'est pas en rupture avec sa famille ou ses amis, et n'a jamais démontré la moindre intention de partir, bien au contraire. Si l'on replace tous ces éléments dans le contexte d'une disparition qui a lieu juste après un rendez-vous avec un mystérieux inconnu, le tableau devient encore plus alarmant. 2 officiers du Milwaukee Police Department sont donc envoyés au domicile de Sadie pour effectuer une welfare check, ou une visite de bien-être. Alors, c'est quoi le but de cette démarche ? À vérifier qu'elle est bien vivante, en sécurité et en bonne santé. À cet instant, on ne parle pas encore d'enquête criminelle. Il s'agit juste de rassurer les proches qui ont lancé l'alerte. Mais dans le cas où la personne en question ne semble pas être présente chez elle, et si elle pressent un danger immédiat, les forces de l'ordre peuvent être amenées à entrer par la force. Et dans ce cas-là, l'inquiétude prend une toute autre dimension. C'est exactement ce qui arrive lorsque les 2 agents frappent à la porte de l'appartement de la jeune femme. Sans réponse de sa part, et après avoir observé aucun signe d'effraction, ils prennent la décision d'entrer dans le logement. Le problème, c'est pas ce qu'ils vont y découvrir, mais plutôt ce qu'ils ne vont pas trouver. Car la première chose qui les frappe en entrant, c'est cette sensation étrange que leur laisse l'absence froide et anormale de Sadie. Comme si sa vie avait été figée, stoppée net. L'appartement est un peu en désordre, il y a quelques vêtements qui traînent, du maquillage qui n'a pas été rangé dans la salle de bain, et des objets du quotidien laissés ça et là. En bref, l'endroit ressemble en tout point à celui d'une étudiante à la vie bien remplie. Les agents ne notent pas non plus de signes de lutte, ou quoi que ce soit d'autre qui laisserait à penser qu'une scène de crime aurait pu avoir lieu. Rien n'est renversé, rien n'est brisé. Pourtant, ils sentent que quelque chose cloche. Ce sentiment est d'autant plus fort qu'ils viennent d'apprendre cette histoire de jambes sciées, découverte sur une plage à Warnimont Park. L'une des enquêtrices de la police a même le pressentiment que ces 2 affaires sont en fait intimement liées. Après tout, Sadie est une jeune femme d'origine afro-américaine, et le membre retrouvé sur la plage appartient à ce profil, sans compter que la découverte macabre a été faite à moins d'1 demi-heure de route, et que la chronologie est elle aussi plutôt cohérente. L'étudiante disparaît dans la nuit, et une partie de corps découpé apparaît dès le lendemain dans la nature. C'est avec beaucoup d'appréhension qu'elle décide de contacter la détective Jo Donner, du bureau du shérif de Milwaukee, pour lui faire part de ses doutes et lui demander si elle partage ses craintes. Jo Donner ne fait pas durer le suspense très longtemps. Au vu des circonstances, il y a de fortes probabilités que Sadie Robinson et la victime de Warnimont Park ne fassent qu'une. D'ailleurs, un nouvel élément qui vient de tomber tend lui aussi à confirmer cette terrible hypothèse. La voiture de la jeune femme, une Honda Civic, vient d'être retrouvée complètement incendiée derrière un immeuble abandonné. L'endroit n'est situé qu'à 4 km de son appartement. Mais il semble que la police arrive déjà trop tard. Le véhicule n'est presque plus qu'une carcasse noircie par les flammes. Au vu de ce qu'il reste, il est évident qu'il ne faudra pas espérer en tirer la moindre trace ADN, ni la moindre empreinte digitale. Mais il y a quand même d'autres éléments à exploiter, comme la présence d'une très forte odeur d'essence, du côté passager par exemple. Malgré la violence de l'incendie, elle est encore parfaitement identifiable, et permet de tirer une première conclusion de cette expertise. Le feu n'était pas accidentel. Quelqu'un a utilisé un accélérateur pour être certain que le brasier emporterait le maximum de preuves avant que les pompiers n'arrivent. Justement, si les flammes ont ravagé les sièges, le toit et les éléments en plastique de l'habitacle, elles n'ont pas eu le temps de détruire un objet glissé sous le siège avant, le sac à main de Sadie, dans lequel se trouve encore son portefeuille ainsi que tous ses effets personnels. Voilà qui écarte définitivement la piste du vol. Plus perturbant encore, dans le coffre, on retrouve des vêtements appartenant à la jeune femme,
et pas n'importe lesquels. Après vérification grâce à la caméra de vidéosurveillance de son immeuble, il s'avère que ce sont ceux qu'elle portait la veille au soir, lorsqu'elle est sortie pour se rendre à son rendez-vous. Sa veste, ses baskets, mais aussi et surtout ses sous-vêtements et son jean retournés, comme si quelqu'un d'autre les lui avait enlevés. La position du siège conducteur est aussi un autre indicateur crucial pour assembler les premières pièces du puzzle. Et justement, il semble qu'il y ait un petit problème de taille à ce sujet. Il a l'air bien trop éloigné du volant pour une conductrice de la taille de Sadie, qui mesure à peu près 1m60. Pour en avoir le cœur net, Joe Donner se rend chez un concessionnaire de la ville et réalise 2 tests sur un modèle de voiture identique. Elle demande à l'une de ses adjoints, de la même taille que Sadie, de se placer derrière le volant, après avoir réglé la position du siège exactement de la même façon que dans le véhicule incendié. Résultat, elle n'arrive pas à atteindre les pédales, ou alors très difficilement, et il est impossible de conduire dans ces conditions. Ça prouve définitivement que la jeune femme n'est pas la dernière personne à avoir conduit sa Honda Civic. Un second test est réalisé avec un autre agent. Selon les estimations de l'inspectrice, la personne qui se trouvait au volant devait mesurer au moins 1m80. Le policier qui se prête au jeu fait exactement 1m83. Et surprise, il est parfaitement à l'aise avec cette configuration. La famille est informée des dernières avancées de l'enquête qui, faut bien l'avouer, n'augure rien de très réjouissant. Malgré les éléments inquiétants retrouvés dans la voiture et la forte probabilité que le corps en partie démembré puisse être celui de Sadie, tous essaient encore de croire qu'elle finira par être retrouvée en vie quelque part. L'espoir, c'est tout ce qu'il reste à ses amis et à ses proches. Sauf qu'un test ADN, réalisé grâce à sa mère, vient anéantir ses dernières bribes d'optimisme de la plus cruelle des façons. La jambe abandonnée à Warnimont Park est bien celle de l'étudiante. Le choc de cette nouvelle est un raz-de-marée qui ne détruit pas seulement sa famille proche, elle brise une communauté tout entière, car ce meurtre est d'une atrocité inimaginable, d'une violence insupportable, et d'un sadisme qui plonge tout le monde dans la stupéfaction. Personne ne sait ce que cette jeune femme a pu subir avant d'être démembrée par son meurtrier. Encore moins pour quelle raison quelqu'un a décidé de mettre fin à tous ses rêves d'une façon aussi abominable. Ce qui est sûr, c'est que la police va très vite devoir trouver des réponses pour calmer la colère et le choc des habitants de Milwaukee. Et c'est loin d'être gagné d'avance. Toute l'attention des enquêteurs se focalise désormais sur le fameux rendez-vous du 1er avril, après lequel Sadie n'a plus jamais donné de nouvelles. Le but est de comprendre ce qu'elle a fait lors de cette soirée, avec qui elle était, et bien sûr ce qui a pu lui arriver. Même si pas besoin d'être champion de Cluedo pour comprendre que le date s'est pas super bien terminé. Donc on se tourne vers la meilleure base de données au monde, le téléphone portable de la victime. Son iPhone a été retrouvé en très mauvais état dans l'incendie de la Honda Civic, donc autant dire qu'il est clairement inexploitable. Mais c'est pas ça qui va stopper les investigations, puisque l'essentiel des données d'un téléphone portable sont généralement conservées par les opérateurs, ou dans des comptes associés. Et puis surtout, la police apprend que la jeune femme avait installé une application de géolocalisation sur son portable, Live 360, qu'elle partageait notamment avec sa demi-sœur de 16 ans, Adriana. Cet outil de suivi permet non seulement de savoir où se trouve le téléphone en temps réel, mais fournit aussi un historique complet et détaillé des derniers déplacements enregistrés grâce au GPS. Avec ce logiciel, les enquêteurs sont maintenant en mesure de remonter les dernières heures de vie de Sadie, minute par minute. Et ce, avec une précision redoutable. Ils apprennent ainsi que l'iPhone de la jeune femme a été localisé pour la dernière fois à Warnimont Park, où il s'éteint définitivement à 4h35 du matin. Autrement dit, quelques heures à peine avant que le promeneur ne tombe sur une partie de son cadavre. Avec cette nouvelle information, l'heure approximative du meurtre se précise un peu plus. Maintenant, il reste à reconstituer toute la soirée du 1er avril. D'après Adriana, Sadie et elle ont passé la journée de la veille chez leurs grands-parents, où elles ont partagé un repas en famille. Rien ne lui a semblé étrange ou inquiétant. En fait, sa grande sœur ne lui aurait même pas parlé de ce fameux rendez-vous amoureux. Le lendemain matin, le jour de sa disparition, elle passe un appel vidéo à sa mère, Sheena. Mais là aussi, Sadie garde pour elle tout ce qui concerne sa vie sentimentale. Pourtant, d'après plusieurs témoins, dont des amis et des collègues de travail, elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de sortir avec le jeune homme le soir venu. Elle s'était notamment confiée à une employée de son immeuble, à qui elle parlait régulièrement, en lui racontant qu'elle avait hâte de se préparer et de se faire belle pour l'occasion. Justement, les caméras de vidéosurveillance de son immeuble, ainsi que l'application Live 360 de son iPhone, révèle qu'elle quitte son appartement à 9h du matin ce jour-là, habillée de la tenue qui sera plus tard retrouvée dans sa voiture en feu.
Elle se rend à la pizzeria comme elle en a l'habitude. Tout semble se dérouler d'une manière tout à fait normale, jusqu'à 17h. Le moment où Saïdi raccroche son tablier pour la journée. Elle est filmée sur le parking du bâtiment, où on la voit monter dans sa voiture et quitter les lieux après avoir salué l'un de ses collègues. À partir de cet instant, ses dernières heures sont comptées. Elle l'ignore, mais chacun de ses gestes, chacune de ses décisions vont la rapprocher un peu plus de son meurtre. D'après son opérateur téléphonique, la première chose qu'elle fait n'est pas anodine. À peine s'est-elle installée derrière le volant de sa Civic qu'elle envoie un SMS à un homme, dont le nom apparaît enfin en toutes lettres. Maxwell Anderson, le fameux inconnu du rendez-vous amoureux. Si on en croit leur échange de SMS, ils passent quelques minutes à discuter de l'endroit où ils vont se retrouver. Puis il finit par lui proposer d'aller au Twisted Fisherman, un restaurant de fruits de mer de la ville où il est lui-même employé. L'étudiante accepte. Et pour les enquêteurs, le premier indice de ce jeu de piste funeste est enfin dévoilé. Sans attendre, ils se rendent au restaurant en question et saisissent les précieuses images des caméras de vidéosurveillance installées à l'intérieur de l'établissement. Sur celle-ci, on aperçoit effectivement Saïdi de dos, attablé au bar en compagnie d'un homme, qui a toutes les chances d'être Maxwell Anderson. Sauf qu'un détail saute rapidement aux yeux de l'inspectrice Jo Donner. Il n'y a que très peu d'échanges entre le couple, ce qui est plutôt inhabituel dans le cadre d'un rendez-vous amoureux. L'inspectrice a sûrement jamais vécu un rendez-vous Tinder raté. Parfois, le moment le plus intéressant de la soirée, c'est de lire le menu. Mais bon, pour tout dire, il semble que Maxwell ne parle qu'avec le barman. Il se tourne quasiment pas vers la jeune femme pour s'adresser à elle. On peut pas tirer de conclusion hâtive à partir de cette seule interaction, mais ça donne déjà une idée d'une possible tension, d'un léger malaise, ou tout du moins d'un début de soirée moins fluide que prévu. Toujours est-il que le couple finit par se lever pour quitter le Twisted Fisherman ensemble. Il est alors 18h30. La police continue de suivre les déplacements de Saïdi à travers l'application Live 360, qui les conduit cette fois-ci dans un bar voisin, le Dukes on Water. Les caméras installées dans le centre-ville confirment ce trajet à pied. Une fois arrivé au bar, le duo s'installe tranquillement au comptoir. Là encore, les enquêteurs ont la chance de pouvoir compter sur l'omniprésence de caméras de surveillance. On les voit donc commencer une partie de beer pong, avec d'autres clients un peu plus tard dans la soirée. Cette fois-ci, la dynamique semble un peu différente, puisque l'étudiant en rigole, s'amuse, et semble enfin passer ce bon moment qu'elle attendait tant. À 21h, Saïdi et Maxwell décident de quitter les lieux. Ils ne semblent pas alcoolisés outre mesure, et l'ambiance a même l'air de s'être un peu relâchée, puisqu'ils se tiennent la main au moment de traverser la rue. Les dernières images capturées montrent qu'ils grimpent tous les deux à bord de la voiture de la jeune femme. C'est tout, pour ce qui est de la vidéosurveillance. Et c'est la dernière fois que Saïdi sera aperçu en vie. Où vont-ils ensuite? Est-ce que Maxwell Anderson la dépose chez elle, ou bien décide-t-il de poursuivre la soirée ailleurs? Aucune idée. Enfin, presque. S'ils sortent du champ des caméras, il n'en reste pas moins que l'étudiante a toujours son téléphone sur elle. Et donc elle est toujours géolocalisée par son application Live 360. Celle-ci la positionne clairement à l'adresse du jeune homme, à 21h30. Visiblement, le rendez-vous se poursuit. Toujours d'après les données, Saïdi reste sur place pendant environ 3 heures, puis elle quitte les lieux aux alentours de minuit et demi, et prend la route en direction de chez elle, comme si elle s'apprêtait à rentrer. C'est là que l'histoire bascule. La Honda Civic est effectivement filmée sur le trajet de l'appartement, mais elle passe tout droit devant son immeuble, au lieu de s'y arrêter. Plusieurs caméras de la ville capturent les images du véhicule en train de circuler pendant de longues heures à travers tout Milwaukee, les vitres embuées. Pour l'inspectrice qui analyse ces déplacements anarchiques, ça n'a pas le moindre sens. On a l'impression que Saïdi roule sans but et sans aucune logique au beau milieu de la nuit. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui conduit? Jo Donner ne peut s'empêcher de penser à ce siège conducteur bien trop reculé pour sa taille. Ce qui peut très bien vouloir dire qu'au moment où on voit la voiture circuler en ville, ce n'est plus l'étudiante qui est au volant. Et si on relie tous les points entre eux, la police estime même qu'à cette heure-ci, il y a de fortes chances pour qu'elle soit déjà morte. On peut carrément supposer que Maxwell Anderson, s'il est bien le coupable, ait commis le crime pendant le laps de temps où ils étaient chez lui, puis qu'il ait chargé le cadavre de la pauvre jeune femme dans sa propre voiture, avant de prendre la route du centre-ville. Pour le moment, tout ça n'est encore qu'un scénario, mais il devient nettement plus solide lors de la découverte suivante. L'application Live 360 révèle que Saïdi arrive à Warnimont Park à 2h53 du matin, un lieu dont elle n'était pas du tout familière. La bonne nouvelle, c'est que cet endroit est aussi couvert par la présence de quelques caméras de vidéosurveillance. Des caméras qui pourraient donc très bien avoir filmé le crime en direct. Ou pire encore,
le démembrement du corps. Sauf que le parc est vraiment immense, et qu'il y a aussi de bonnes chances pour que l'on ne retrouve rien d'exploitable sur les vidéos. C'est un sentiment qui s'installe très vite après l'analyse des premières images. Mais les enquêteurs finissent enfin par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Les images sombres et un peu brouillées dévoilent la silhouette d'un individu, probablement un homme, en train de traîner quelque chose de lourd en direction du lac, précisément vers la plage, où la jambe sectionnée sera retrouvée un peu plus tard. Le suspect emprunte un chemin qui descend vers le plan d'eau et disparaît du champ de vision de la caméra pendant un bon moment. Ce n'est qu'1h30 plus tard qu'il réapparaît. Il s'éloigne en portant quelque chose dans ce que l'on suppose être un gros sac à dos. Pour Joe Donner, il n'y a qu'une seule et unique explication à ces images. L'homme que l'on aperçoit à Warnimont Park, c'est Maxwell Anderson, et ce qu'il transporte n'est autre que la dépouille de l'étudiant de 19 ans qu'il vient de démembrer. Mais la virée nocturne n'est pas encore terminée. Au petit matin du 2 avril, environ 3 heures après que le téléphone de Sadie se soit vidé de sa batterie, sa Honda Civic est repérée par une nouvelle caméra. Elle filme le conducteur du véhicule qui se gare dans une ruelle résidentielle au nord-ouest de Milwaukee. Sauf qu'à cette heure-ci, les rues de la ville ne sont pas désertes. 2 témoins aperçoivent un homme mettre le feu à la voiture avant de prendre la fuite et contactent immédiatement la police et les pompiers. Ces derniers arrivent sur les lieux de l'incendie à 7h32. À ce moment-là, les forces de l'ordre n'ont pas encore fait le lien entre le véhicule calciné et la disparition de l'étudiante. Ils prennent simplement la déposition des 2 personnes ayant assisté à la scène, et notent que le suspect est un homme blanc, plutôt jeune, la tête couverte par une capuche grise et portant un sac à dos. Pour Joe Donner, la description de ce suspect coïncide parfaitement avec celle de Maxwell Anderson. Et puisqu'il s'est enfui à pied, elle demande à faire vérifier les images de vidéosurveillance des bus qui circulent dans le secteur. Devine qui on voit payer son ticket de transport à 8h35 avec un sweat à capuche gris et un sac à dos ? Maxwell Anderson, bien sûr. Bon il est plus que temps d'interpeller le principal suspect de ce crime monstrueux. Le 4 avril à 13h16, les autorités de Milwaukee interceptent le jeune homme de 33 ans alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Il tremble de la tête aux pieds au moment où on lui passe les menottes. Mais c'est pas ce qui intrigue le plus les policiers qui l'interpellent. Ce qu'ils remarquent surtout, ce sont les traces de brûlure qu'il a sur les bras. C'est mal parti pour lui. Si t'espérais du suspense, même un épisode de Dora l'exploratrice cache mieux son coupable. En tant que dernière personne à avoir vu la victime en vie, il est placé en garde à vue afin de répondre aux interrogations des policiers. Tout d'abord, connaît-il Sadie Robinson ? Le suspect répond que oui. Il ne nie pas avoir passé la soirée du 1er avril avec elle, mais il affirme l'avoir déposée chez elle après leur rendez-vous, et qu'elle allait parfaitement bien à cet instant. C'est un récit qui ne coïncide pas beaucoup avec les nombreuses images de vidéosurveillance qui ont été décortiquées pendant tout le début de l'enquête. Mais Maxwell persiste et signe, derrière les gouttes de sueur qui lui dégoulinent du front. D'après lui, il a rencontré Sadie pour la première fois 3 jours plus tôt, lorsqu'elle est entrée dans le bar dans lequel il travaillait pour postuler en tant que serveuse. Le courant est si bien passé entre eux qu'ils ont fini par échanger leurs numéros. Maxwell a même joué les gentlemen en raccompagnant l'étudiante jusqu'à sa voiture au moment de lui dire au revoir. Une scène qui est bel et bien filmée par les caméras situées devant l'établissement. Il va sans dire que ce geste n'a pas été sans effet sur la jeune femme. Pourtant, au moment de fouiller dans le passé de leur suspect, les policiers réalisent que ce dernier est très loin d'être un ange. Ancien soldat de la marine, Maxwell a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, trouble à l'ordre public, ainsi que pour des actes de violence commis envers des membres de sa propre famille. En 2019, il a même été arrêté pour avoir roué de coups un parfait inconnu. L'homme avait été témoin d'une dispute particulièrement violente entre Maxwell et sa petite amie de l'époque, et il avait tenté de s'interposer. Pour les enquêteurs, ses antécédents de comportement explosif sont pas à prendre à la légère. En fait, Sadie aurait très bien pu faire elle aussi les frais d'un accès de colère fatal. C'est en tout cas ce que croit Joe Donner, qui demande un mandat de perquisition pour fouiller le domicile du suspect. Si le meurtre a bien eu lieu entre 21h30 et 3h du matin, comme elle le pense, juste avant que la Honda Civic ne soit aperçue en direction de Warnimont Park, elle espère y trouver des preuves médico-légales incontestables. Et il y a justement un élément qu'on ne peut jamais complètement supprimer dans le cas d'un démembrement: les litres de sang qui se déversent au sol. Ses équipes et elle investissent les lieux dans la journée du 4 avril. Mais le résultat de cette perquisition va être très différent de ce à quoi ils s'attendaient. C'est dans une véritable maison de l'horreur qu'ils mettent les pieds. Voici la liste non exhaustive de tout ce que la police répertorie sur place. Une grande hache noire accrochée au mur du salon, plusieurs armes à feu, des vêtements et sous-vêtements féminins dissimulés dans les fondations du sous-sol entre des poutres et sous un banc. Une carte d'identité du Wisconsin appartenant à une autre jeune femme, et un carnet rempli de noms de femmes et d'informations les concernant.
Il dénombre aussi une quantité hallucinante de couteaux de toute taille, éparpillés dans chaque pièce. Rien que dans la cuisine, il y en a pas moins d'une 50aine. Évidemment, ces armes auraient pu servir au démembrement d'un corps, notamment certaines du style couteau de boucher. Mais aucune des analyses pratiquées ne permet de mettre en évidence la moindre trace d'hémoglobine sur l'une de ces lames. Après, ça veut pas dire que l'autre a pas décidé de jouer au docteur Maboul. À l'étage, les enquêteurs tombent sur des draps imbibés de sang jetés sur un lit. D'autres traces sur les murs les conduisent jusqu'au sous-sol, où gisent des chaînes, des menottes et du matériel de contention. Les premiers prélèvements, en particulier des draps et des taches de sang, partent tout de suite au laboratoire. Seulement, à la surprise générale, les analyses ADN vont révéler un détail inattendu. Ce sang n'appartient pas à Sadie. D'ailleurs, on ne trouve aucun de ses cheveux, ni même de poils, de vêtements ou d'autres traces biologiques prouvant que la jeune femme a bien été assassinée dans cette maison. Absolument rien. La perquisition s'avère finalement plus frustrante qu'autre chose. Et pour cause, toutes ces découvertes ont beau être plus inquiétantes les unes que les autres, elles ne sont d'aucune utilité dans l'enquête. La police n'a obtenu ni de nouvelles réponses, ni de preuves directes qui puissent relier formellement Maxwell Anderson au meurtre. À ce stade, on commence même à envisager d'autres pistes et à considérer de nouveaux suspects. Sauf que c'est aussi pile à ce moment que la police apprend la découverte de nouveaux restes humains disséminés un peu partout dans le comté de Milwaukee. Tout de suite, il est assez évident que ces nouveaux membres découpés appartiennent eux aussi à Sadie, ce qui accentue un peu plus la pression sur l'enquête. Bouleversés, les riverains ainsi que les proches de la jeune femme se mettent à organiser leur propre battue en parallèle. Pour eux, c'est plus qu'une simple question judiciaire. Il s'agit de leur fille, de leur sœur, de leur amie, et ils n'envisagent pas de pouvoir commencer leur deuil tant qu'une partie d'elle restera abandonnée dans la nature. D'ailleurs, ils trouvent que la police ne déploie pas assez d'effectifs dans certaines zones de la ville, et que les fouilles pour retrouver les restes du cadavre de la pauvre jeune femme ne sont pas effectuées avec autant d'implication que nécessaire. Le fait est qu'en repassant dans certaines zones pourtant déjà quadrillées par les forces de l'ordre, les proches de Sadie découvrent plusieurs objets lui appartenant, tels qu'une couverture rose, et même l'un de ses os. Le 5 avril, c'est un de ses pieds qui est retrouvé en pleine ville, près de la 31e rue. D'après les images de caméras de vidéosurveillance postées dans le quartier, Maxwell se trouvait précisément dans ce secteur avec son sac à dos, juste après avoir déclenché l'incendie de la voiture. D'ailleurs, le fameux sweat à capuche gris qu'il porte la nuit du meurtre est retrouvé dans la poubelle d'un voisin, accompagné de plusieurs boîtes d'allumettes, d'un petit couteau de poche et d'une lampe torche. L'ADN de Sadie est cette fois-ci bien présent. Mais c'est pas tout, car l'enquête s'apprête à connaître un tout nouveau rebondissement. Une jeune femme vient d'entendre parler de l'affaire. Elle s'appelle Chloé Wright et affirme être une ancienne petite amie de Maxwell Anderson. Ils se seraient séparés 1 an plus tôt, mais pas pour des raisons d'abus ou de maltraitance. En tout cas, pas physique. Chloé admet qu'il arrivait à son ex-compagnon de se montrer agressif, voire violent ou rabaissant dans ses paroles. Surtout lorsqu'il lui faisait des réflexions sur son poids ou son physique qu'il jugeait peu attirant. Il est sérieux, lui? Mais s'il dit ça d'elle, il m'aurait même pas trouvé humain. Chloé reconnaît que c'était pas un super petit ami, et on comprend pourquoi. Très peu de temps avant le meurtre de Sadie, il lui a envoyé un message plutôt glauque et mystérieux sur Instagram. Le temps de l'ignorance est révolu, suivi d'une icône avec un sablier. Ce n'est que 5 heures plus tard qu'il fait la rencontre de l'étudiante en justice pénale. Mais le fait d'imaginer l'homme avec qui elle a partagé sa vie en tant que suspect d'un meurtre aussi horrible reste inconcevable aux yeux de Chloé. Elle tient tout de même à partager un détail aux enquêteurs. Il lui aurait parlé à plusieurs reprises d'un endroit secret, une plage plus précisément, qu'il considère un peu comme son repère intime. Chloé se souvient encore parfaitement de la localisation de ce lieu, et est en mesure d'y conduire Joe Donner, qui a la surprise de se retrouver sur la petite plage de Warnimont Park, précisément où la jambe de Sadie a été découverte quelques jours plus tôt. Pour l'inspectrice, le fait de savoir que cet endroit est bien connu et même si particulier pour Maxwell Anderson renforce encore un peu plus l'idée qu'il soit impliqué. Elle pense même, sans aucun doute, que c'est ici que le démembrement a eu lieu, certainement avec un objet tel qu'une scie métallique. De toute façon, à ce stade de l'enquête, la police n'imagine plus un seul moment que quelqu'un d'autre puisse être coupable de ce crime effroyable. Mais il leur manque toujours cette pièce maîtresse du puzzle, qui permettrait enfin de le présenter devant un jury. Et elle pourrait bien se trouver dans le téléphone portable du suspect. Les experts en informatique judiciaire sont tout de suite intrigués par plusieurs photos prises le soir du 1er avril 2024, qui ont été effacées de la galerie des images. Manque de chance pour Maxwell, ils n'ont pas beaucoup de mal à récupérer ces fichiers qu'ils pensaient définitivement supprimer. Et ce qu'ils découvrent se passe de mots. On y aperçoit nettement Sadie, dénudée et allongée face contre terre dans le salon,
les bras au-dessus de la tête. Elle semble inconsciente ou incapable de réagir. Le suspect prend d'autres clichés encore plus choquants et perturbants, sur lesquels il se photographie en lui touchant la poitrine alors qu'elle est inerte. Ces images glaçantes sont d'une importance capitale pour la justice, parce qu'elles placent directement l'étudiante à l'intérieur du domicile de son agresseur peu de temps avant son meurtre supposé. Et surtout, elles montrent un état léthargique ou amorphe. Impossible de déterminer si elle est seulement droguée ou déjà morte à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que Maxwell Anderson n'a maintenant plus beaucoup d'options pour préparer sa défense. Le 12 avril 2024, il est officiellement inculpé d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation et de dissimulation d'un cadavre et d'incendie criminel. Seulement 6 jours après cette inculpation, d'autres parties du corps démembré de Sadie sont découvertes dans le comté de Milwaukee, son torse ainsi qu'un bras. Le 11 mai, c'est son autre bras qui s'échoue sur une plage de l'Illinois. Et ça va continuer comme ça jusqu'au début du procès en mai 2025. Pour la police, les faits sont clairs. Cette nuit d'horreur a commencé par un simple rendez-vous au restaurant, comme l'ont démontré les caméras de surveillance. Puis le couple a poursuivi la soirée au bar. Et enfin, au domicile de Maxwell Anderson. La fouille de sa maison laisse fortement à penser qu'il voulait bien plus qu'une simple conversation ce soir-là. Et peut-être qu'il avait planifié quelque chose d'encore plus horrible depuis leur première rencontre. Les enquêteurs supposent que Sadie aurait repoussé ses avances, et qu'il l'aurait tuée sur place avant de traîner son cadavre jusque dans sa voiture. Puis l'aurait conduite sur sa plage fétiche de Warnimont Park où il aurait passé environ 1h30 à la démembrer. On pense qu'il a passé le reste de la nuit à disséminer ses restes un peu partout dans la région, avant de tenter d'effacer ses traces en se débarrassant de la voiture et d'autres preuves matérielles telles que son suite à capuche. Et si le mobile n'est pas clairement établi, il semble évident qu'il est de nature sexuelle, au vu des découvertes faites chez lui. Seulement, même si tous les soupçons convergent vers une seule et même personne, le dossier n'est constitué que de preuves circonstancielles. Donc autant dire plutôt léger quand c'est une peine de prison à vie qui est en jeu. Donc rien n'est gagné pour l'accusation, d'autant que Maxwell choisit de plaider non coupable. Pour ce qui est des nombreuses traces de sang retrouvées à son domicile, le mystère reste entier, puisque les analyses n'excluent pas qu'il puisse s'agir de l'ADN de Maxwell Anderson lui-même sur certains échantillons, sans être certain qu'il ne puisse pas aussi s'agir de celui d'un ou d'une inconnue. Mais sans alibi, et après l'analyse des très nombreuses images de caméras de vidéosurveillance, des déplacements de Sadie sur son application Live 360, ainsi que l'audition d'une 60aine de témoins, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est donc condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, et le jury a délibéré en moins de 20 minutes. Encore aujourd'hui, la famille et les proches cherchent désespérément les restes de la dépouille de la jeune femme, notamment sa tête. Quant au meurtrier, il se mure dans le silence, malgré les demandes répétées des parents de la jeune femme, qui l'ont supplié à plusieurs reprises de leur dire où se trouvait le crâne de leur fille. Elle n'a toujours pas été retrouvée à ce jour. Aujourd'hui, on peut rencontrer absolument n'importe qui, que ce soit dans la rue, dans un bar ou même grâce à Internet. S'il y a de belles rencontres, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à tout le monde ? Vu toutes les histoires que je raconte sur la chaîne, je suis obligé de dire non, mais je suis curieux de savoir ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire en commentaire. Après, il n'y a pas que des inconnus qui peuvent être des malades complets. Je t'ai raconté l'affaire de la famille Beaver sur la chaîne, et si tu l'as pas vu, tu devrais. On est arrivé au bout de cette histoire, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément, et je te dis à très vite, bye.